Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bonjour, bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Cette semaine, je discute avec Dr Sam Daher, un ancien collègue de la faculté de médecine de l'Université Laval que j'ai déjà reçu en entrevue. Nous parlons du projet de loi 106. Sam est l'expert tout désigné pour discuter de ce projet de loi puisqu'il siège au conseil d'administration de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Il est également président de l'AMOM, l'Association des médecins omnipraticiens de Montréal. Vous allez donc avoir plusieurs réponses concernant ce projet de loi qui irrite profondément la profession médicale. Je vous souhaite une bonne écoute. Sam, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va bien, merci. Donc l'été achève, une grosse journée aujourd'hui. Le ministre serait fier de moi, sûrement, s'il avait passé la fin de semaine et la journée d'aujourd'hui avec moi. Mais bref, s'il nous écoute, je l'invite à venir passer quelques jours. Mais disons, écoute, je t'ai vu repasser dans l'actualité comme président de la MOM, donc guère surpris de te voir à ce poste. Donc, puis là, on est dans le brouhaha du PL 106. Les députés reviennent bientôt en chambre, donc les conflits vont reprendre, selon moi. Donc, pour te dire, par en dessous, ils n'ont jamais arrêté. Là. Ouais. Parce que, en plus d'être à la MOM, je suis sur le conseil d'administration de la FMOQ aussi. OK. Donc, on a eu des réunions tout l'été, des réunions parties. Ils nous appelaient à la dernière minute pour discuter des offres et tout ça. Là. Donc, on voit un peu tout ce qui se passe. Donc, quand le ministre dit que qu'il n'y a pas eu de négociation, c'est faux. 14 séances de négociation entre le 12 juillet et aujourd'hui. D'accord, parfait. Donc, ça, c'est bien clair. Écoute, on va y revenir tout à l'heure. Donc, CA de la FMOQ, mais présente-moi l'AMOM, donc c'est l'Association des médecins omnipraticiens de Montréal. Donc. Exactement. La FMOQ, comme tu le sais, c'est une fédération. Ses membres sont les associations. Nous, on a les associations régionales. Chaque région a une association de médecins. Plus une autre association qui est l'Association des médecins œuvrant au CRSC. Donc, Montréal, c'est la plus grosse association, 2400 membres, 2400 médecins de famille œuvrant à Montréal. Et j'étais sur le conseil d'administration jusqu'à il y a 2 ans. Et bon, tu me connais dès le début de notre pratique, quand quelqu'un prend la parole dans une réunion puis s'exprime, les autres collègues le regardent et disent « Regarde, Sam, tu te présentes bien, tu présentes bien. » Tu devrais le faire. Tu devrais. Alors, tu te fais pousser. Jaillit pas ça, disons. Là. Ça fait que le petit côté politique de santé m'intéresse depuis longtemps. OK. Et c'est là que je me suis impliqué. Excellent. Puis, avant que le 106 soit sur la table,
Dis-moi donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, d'abord le projet de loi 106, là, parce que pour les médecins de famille, qu'est-ce que ça implique, disons, les grandes lignes, là, puis qu'est-ce qui vient vous irriter ou qui nous irriter aussi, les médecins spécialistes, là, donc. Ben, ça arrive tous les médecins. De base et avant tout, c'est que c'est un projet de loi qui enlève tout pouvoir de négociation des fédérations, des médecins. Ça te dit, OK, assieds-toi à négocier, mais le ministre peut, par règlement, changer toute l'entente qu'on a eue. Alors, ça sert à quoi de s'asseoir et négocier à ce moment-là? Mhm. Au-delà de ça, il dit, OK, si on ne s'entend pas, partout les autres provinces, ils ont des mécanismes d'arbitrage, Tout à sauf au fait. Québec. Tout à Puis fait. là, il le refuse. Au-delà de ça, il vient blâmer les médecins pour les ratés du système, les ratés qu'on crie depuis bientôt 25 ans. On dit qu'il va manquer des médecins de famille depuis 2001. C'est drôle parce que M. Legault était ministre de la Santé à ce moment-là. On lui a dit on se dirige vers un mur. Là. Il va manquer des médecins. Alors, travailler là-dessus, il faut que les médecins veulent, ceux qui graduent, il va falloir qu'ils restent dans la province. Ils quittent. Ça, c'est le projet de loi 83. Oui, Mm. mais ça s'applique pour les médecins avec moins de 5 ans de pratique. Mais tous les autres, on sait que plusieurs préparent leurs valises présentement, plusieurs ont demandé au Collège des médecins l'espèce on demande une feuille ou une attestation de bonne conduite. Là. On sait qu'il y a plusieurs de nos collègues qui l'ont demandé parce qu'ils appliquent à d'autres provinces. Vous avez d'ailleurs un sondage, écoute, c'est presque épeurant, là. Tu sauras me le dire que 65% des médecins de moins de 35 ans songent à quitter le Québec. Oui, de quitter la pratique telle qu'elle est Médicale au présente. Québec. Oui. OK. Puis quand on l'a dit au ministre, il dit c'est des campagnes de terreur. C'est pas des campagnes de terreur. On vous dit qu'est-ce qui se passe sur le terrain parce que vous le voyez pas, vous vous fermez les yeux. Alors, ça nous fait peur. Les médecins de 55 ans et plus, eux autres aussi considèrent sérieusement de faire ça. Tu sais que 22% des médecins de famille de Montréal ont plus que 60 ans. Quand même. C'est eux autres qui ont la bonne partie des patients suivis en cabinet. Pourquoi? Parce qu'ils sont exempts des fameuses AMP. Ils ne sont plus sujets à ça. Donc, quand ils vont quitter, les jeunes qui restent avec leur AMP, les prêmes qui les limitent, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on sait, mais on veut se fermer les yeux là-dessus, probablement au ministère, en disant non, il n'y aura pas de problème. C'est ça. Encore une fois, nos auditeurs ne sont pas tous des spécialistes de la cause, donc AMP, activité médicale particulière. Oui, activité médicale particulière. Au fond, seulement au Québec, ça existe. Quand tu gradues comme médecin de famille, tu es soumis à 2 obligations. La première qui est les PREM, les plans régionaux d'effectifs médicaux, où c'est le ministère détermine c'est quoi, où est-ce qu'on distribue les médecins. Donc, tu peux appliquer sur un PREM, puis Montréal est divisé en 5 territoires. Donc, tu appliques à telle place, disons le territoire du CIUS du centre-ouest, là où je travaille. Si tu n'es pas choisi là, ben, too bad. Hein? Si tu as une famille qui est installée là, donc tu n'as pas le choix de suivre où le ministère te dit de t'installer. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte sont les AMP, les activités médicales prioritaires aux particulières, où le ministère te dit tu as une obligation de faire, disons, 12 heures par semaine dans une activité prioritaire de ta région. Ça peut être CHSLD, ça peut être l'urgence, ça peut être les soins à domicile, ça peut être le bureau. Bref, ils te disent où travailler et quoi faire comme travail. Les médecins, c'est drôle, aujourd'hui, ils nous disent faites du bureau, soyez là. Mais d'un autre côté, vous avez des activités obligatoires à l'hôpital, puis dans les CHSLD, puis à domicile. Il y a peut-être une solution, ça serait de cloner les médecins pour faire ça, mais je ne sais pas comment ça va arriver. Puis c'est un projet de loi, le projet de loi 106, il vient t'obliger de prendre toute la population du Québec en prise en charge. Comment faire? On ne sait pas. On a plein de projets, on a plein de
d'initiatives locales où des cliniques s'organisent avec plein d'infirmières et beaucoup de personnel de soutien pour augmenter justement la prise en charge, mais il y a des limites. Quand on sait qu'il manque 2000 médecins de famille au Québec, on ne peut pas pallier à tout. Et notre particularité au Québec, c'est que les médecins de famille effectuent en moyenne 40% de leurs tâches dans la deuxième ligne. La deuxième ligne qui est l'urgence, l'hospitalisation, les CHSLD, bref, à l'extérieur du bureau. Mhm. Donc, avec tout ça, tu les mets ensemble, tu dis avec 2000 médecins manquants et des obligations de faire de la deuxième ligne, est-ce qu'ils rêvent en couleur, Monsieur le ministre? Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Là. Ça ne fonctionne pas. Si on dit qu'on a 9800 médecins de famille puis il manque 2000, ça veut dire il nous manque à peu près, on est à peu près à 83% des effectifs, mais il faut couvrir 100% de la population. Puis on voit aujourd'hui que la population du Québec a augmenté beaucoup dans les dernières années, plus que ce que les prévisions des ministères, des gouvernements. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on le fait? À Montréal, en plus, on a une particularité où tu as une clientèle qui n'a pas de carte d'assurance maladie. Que ce soit les itinérants, plusieurs d'eux autres, que ce soit les gens qui ont été accueillis, les immigrants et les réfugiés. Mm-hmm. On les suit aussi. On estime à peu près à 300 000, 400 000 personnes, donc qui ne sont pas dans les statistiques de la RAMQ parce qu'ils n'ont pas de carte d'assurance maladie. Ajoute à ça tous les touristes qui viennent, qui passent par Montréal, tous les étudiants étrangers. Bref, il y en a. On essaye, avec les 2400 médecins, de faire la job, mais à un moment donné, la capacité a ses limites. As-tu une idée sur le nombre de médecins qui manquent à Montréal? Donc, si on dit 2000 pour l'ensemble du Québec, qu'on fait un ratio, puis on dit quoi, la moitié à Montréal? C'est quoi? Autour de 460. OK. À peu près 20-25% aussi. 25% qui est, oui, la main-d'œuvre médicale, c'est 25% de toute la main-d'œuvre. Et l'autre enjeu dont on parle moins dans le moment, c'est peut-être le manque d'attrait, même de la résidence en médecine familiale. Là. Les postes ne sont pas comblés. Donc, dans les 10 dernières années, on a près de 700 postes de résidence en médecine familiale qui ne se sont pas comblés. Les jeunes étudiants en médecine, quand c'est le temps d'appliquer, ils appliquent via le CARMS. Mm-hmm. Fait que le premier choix reste les spécialités, puis le deuxième choix, c'est hors province. Donc, ils quittent carrément avant même de faire leur résidence ici, puis ils décident d'aller la faire ailleurs pour s'installer ailleurs. C'est comme un genre de cercle vicieux, d'après moi, là. Absolument. Donc, la pratique est difficile, les gens ne sont pas attirés. Là, j'imagine un étudiant en médecine au Québec actuellement qui voit tout ce qui est négatif actuellement dans les médias, dans le réseau. Doit se dire, moi, je ne mets pas le pied dans ce nid de guêpe-là. Je ne sais pas. Là, et pire que ça, si c'était juste le manque d'effectifs puis les difficultés auxquelles on fait face, ça serait encore un moindre mal. Mais par-dessus ça, il y a le doctor bashing. Tout à fait. On se plaît à titre de politicien quand ça va mal quelque part de détourner le regard puis attaquer les médecins parce que, bon, ça a l'air que c'est une cible facile, ça a l'air que ça fait monter les partis qui le font dans les sondages.
On a vu la semaine passée le ministre Dubé dans le gros du scandale de sa clique. Mardi passé, il a fait une conférence de presse pour dire on invite les médecins à venir négocier. Je m'excuse, mais on est là sur la table de négociation. Ils n'ont pas fait de contre-offre. On a fait 2 contre-offres. On a reçu 0 réponse là-dessus. Mais écoute. Puis je te parle de connaissance de cause parce que je suis sur la table. Tu es là. Tu es à la table de négo. Pas à la table de négo, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, exactement, okay. c'est remis au conseil d'administration pour regarder. Écoute, il y a tellement de trucs actuellement là, quand on s'arrête, comme je regardais là, le plan du ministère là, pour la prévention là, qui est sorti la semaine dernière, là, sans l'avoir lu, là, mais grosse annonce pour dire qu'on met 5 millions de dollars sur la prévention des maladies cardiovasculaires, alors qu'on vient de domper 1 milliard dans sa clique. Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Moi, je me demandais si je devais rire ou pleurer. T'sais. Puis, et ça remonte à tellement longtemps. Je ne sais pas si tu te rappelles, on était en début de pratique. Toi, tu étais à l'époque à Chandler, donc vers 96, 97. Les médecins ont toujours été perçus comme une dépense exact. Un peu, à la limite, parfois superflue à certains égards. Donc, en 96-97, on voulait réduire les coûts en santé. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on s'était dit une façon facile et mathématique de réduire les coûts en santé, c'est de réduire le nombre de médecins dans le réseau. Oui. Et on avait offert aux médecins, je ne sais pas si en médecine familiale, mais en médecine spéciale, oui. Des contrats de retraite. Alors, les médecins s'engageaient à partir, signer un contrat. Moi, je ne retravaille plus, je ne facture plus à la régie de l'assurance maladie dans ma vie. Puis là, on donnait aux médecins, je me rappelle pas exactement, là, j'aurais tendance à dire 50% ou un truc comme ça. La moyenne des 3 dernières années en salaire, on leur donnait ça. Et écoute, les gens sont partis en juillet, ils ont été rappelés en octobre. Parce que on s'est rendu compte, écoute, il manque d'anesthésistes, là, il manque, je veux dire, c'est géré. Mais ça, c'est un exemple. Mais moi, ce qui m'irrite, tu parlais du doctor bashing, là, puis je fais souvent la réflexion des amis, famille, tu sais. Ça va faire une trentaine d'années là, qu'on est là-dedans, puis on va avoir passé toute notre carrière en guerre avec le gouvernement. Je me dis, c'est complètement délirant. Tu sais, pour une profession la profession qu'on a choisie, d'avoir été en guerre, là, tu sais, ça a été tout le temps là, une réforme après l'autre, puis à toutes les fois, on est en guerre, puis on est obligé de se battre tout le temps pour réexpliquer les mêmes choses, comme Maître Bouchard était en entrevue la semaine dernière avec Patrick Lagacé pour les médecins de famille, c'est comme les spécialistes, là, il n'y a aucun nouvel argent sur la table pour les négos, là. Sous prétexte que les médecins sont bien payés. Alors là, on dit, comme dans le cas des médecins spécialistes, ça fait 10 ans là, qu'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Puis on dit, encore 5 années sans augmentation. Puis là, Lagacé, tout ce qu'il trouve à dire à Lucien Bouchard, écoutez, les médecins spécialistes sont très bien payés. Lucien Bouchard dit, c'est pas vraiment ça la question. Là. C'est de dire qu'il n'y a aucun corps de métier qui accepterait d'être 15 ans sans aucune hausse salariale. Puis en plus, l'autre chose qui m'irrite actuellement, c'est le contexte d'avoir un projet de loi qui veut fixer les conditions de travail en même temps qu'on est en train de négocier une convention collective. Je ne sais pas comment à la FMOQ vous percevez ça, mais ça m'apparaît complètement délirant. Je veux dire. C'est comme attaquer par deux fronts. Là, je ne sais pas où... Nous, ce qu'on dit, on ne négocie pas le PL 106. Le projet de loi 106, on ne négocie pas. On négocie notre entente qui est échue. Juste pour revenir à ce que tu as dit, pas seulement qu'on n'a pas eu d'augmentation les 10 dernières années, on est dans le même bateau. Tout à fait. C'est qu'avec le coût de l'inflation, c'est ça, on a une réduction. Puis les gens pensent qu'on a des salaires. On n'a pas de salaire. C'est des revenus de profession desquels tu déduis plein de dépenses. Mm-hmm. Les gens pensent qu'on est des salariés, qu'on se fait payer, puis on a un fonds de retraite, puis on a des avantages sociaux. On n'a rien de ça. Mm-hmm. Donc, il faut, pour ceux qui font du bureau, il faut qu'ils payent leurs frais de pratique, leurs infirmières, leurs frais de facturation médicale, leur système informatique. Il faut qu'ils s'achètent des REER et des fonds de pension. Il faut qu'ils mettent de l'argent de côté au cas où ils sont malades parce que
il faut qu'on paye nos assurances. Donc, tout ça augmente. Le coût de la main-d'œuvre, mes secrétaires à la clinique, je ne les paye plus aujourd'hui comme je les payais il y a 10 ans. C'est sûr. Ça a augmenté beaucoup. La même chose pour les infirmières. Elles ont des conventions collectives. Nous, celles qu'on engage hors CIUS, bien, on les paye selon aussi les paramètres gouvernementaux. Tu ne peux pas les payer moins, tu n'en auras pas. Exact. Alors, le loyer qui augmente, le coût des matériaux qui augmente, toute la fourniture médicale qui augmente, à un moment donné, il y a juste le docteur qui voit sa marge diminuer, puis on est supposé se la fermer puis dire OK, on encaisse. Mais au-delà de ça, l'éléphant dans la pièce, c'est qu'il veut relier ta performance sur l'ensemble des médecins du Québec. Ça veut dire, si moi, je vois 40 patients par jour, je me démène 6 jours par semaine à travailler, mais la clinique en face n'a pas fait la même chose, pour ce qu'ils ont fait, moi, je vais être coupé 25% de ma rémunération. Est-ce que vous pourriez être dans le même espèce de pool d'évaluation, de prise en charge? Là. Donc, exactement. Parce que, c'est ça, pour rappeler aux auditeurs aussi, le projet de loi, en théorie, prévoit que 25% de la rémunération serait liée à des indicateurs de performance dont on ne connaît pas la nature, ça, sauf erreur de ma part. On ne connaît pas encore la nature. Donc, et le Collège des médecins s'est prononcé contre ça, parce que ça va encourager les médecins à faire du débit au détriment de la qualité. Est-ce que c'est ça ce que le gouvernement veut? Il dit non, vous allez voir, c'est des objectifs de performance sur la qualité. Mais en même temps, il faut que vous assumiez tout le monde. C'est pas évaluable. Je pense que la qualité, là, je veux dire, même si on commence, c'est pas évaluable. Puis l'autre réflexion que je me faisais, je pensais à notre entretien de ce soir, j'imaginais la quantité de fonctionnaires que ça va prendre pour administrer une structure comme ça. Je veux dire, c'est impossible. Ça dépasse l'entendement. Ben, pour ajouter de l'argent encore dans le trou de Santé Québec, malheureusement, ce gros bidule qui n'a aucun sens non plus, qui gobe de l'argent, puis qu'on ne sait pas c'est quoi, eux autres, leurs objectifs de performance non plus. Okay. Dis-moi, sauf erreur de ma part, la FMOQ, vous êtes quand même ouvert à l'idée de revoir la rémunération des médecins, est-ce que je me trompe, ou la capitation ou autre? Oui, on l'a toujours. Vous êtes ouvert à la discussion, c'est ça? Ah oui. Depuis longtemps. Parce qu'on entend parfois le contraire, encore une fois, de la part des gouvernements. Oui, c'est parce que c'est une campagne de salissage, il faut le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Présentement, avec les forfaits, et non pas les primes, les forfaits qu'on a d'inscription de patients et tout ça, jours travaillés, etc., on a à peu près, en moyenne, entre 28 et 30% de notre rémunération qui est à capitation. Déjà. Okay. Déjà. Ça fait que, tu sais, tu as tel nombre de patients, tu as des forfaits qui viennent avec annuellement. Si le patient est vulnérable, plus malade, donc le montant augmente, plus l'acte. Donc, on est déjà là-dedans. Okay. On a dit, bien sûr, depuis des années, on dit, on est ouvert à la capitation, on n'a aucun problème avec ça, il faut que ça soit fait de façon urgente. Donc, on ne veut pas qu'un médecin vienne inscrire 4000 patients, qui a une paye là-dessus, mais qu'il ne les voit pas, ces patients. Donc, il faut qu'il y ait un certain équilibre. Puis on ne le dit pas pour notre poche. Si on le disait pour notre poche, on serait fermé la gueule, puis on aurait dit, oui, en capitation, on va inscrire tout le monde, mais on ne les verra pas. C'est pour ça qu'il faut garder un certain équilibre entre la rémunération à l'acte puis la rémunération forfaitaire ou à capitation. Dis-moi, pour la FMOQ, est-ce que tous les Québécois ont besoin d'un médecin de famille? Ça, c'est une autre chose qui n'est pas claire pour moi. Non. On a des patients qui viennent nous voir. Nous, comme plusieurs cliniques, on est inscrits au mécanisme du GAP. Puis, on voit des patients, des fois, je vois un patient qui a besoin d'un médecin, tout ça. Je dis, regarde, j'ai un collègue qui prend les patients du GAP qui ont besoin. Ah non, je n'ai pas besoin de médecin, je ne veux pas. Des fois, tu es obligé tu te bats avec eux autres. Puis, il y en a d'autres qui disent, non, j'ai juste un mal au genou, regarde, je n'ai pas besoin d'un suivi longitudinal, je suis en bonne santé, blablabla. C'est une invention au Québec en disant que tout le monde devrait avoir un médecin de famille. Tout le monde devrait avoir un accès, oui. Mais est-ce que tout le monde devrait avoir un médecin de famille? C'est ça la question. Là, ce qu'on entend de nouveau, peut-être, c'est de dire que peut-être même ne serait-ce qu'avoir accès à un professionnel de la santé. On est d'accord.
pas On besoin. est d'accord. On est d'accord parce que il y a plusieurs cas, on voit, parce que le triage par le GAP n'est pas encore parfait. C'est un système que, en passant, c'est la FMOQ qui l'a suggéré pour donner un accès. Il y a des patients qui nous sont référés par le GAP, qui sont supposés être triés au téléphone par des infirmières, mais ce n'est pas toujours des infirmières qui le font. Ils viennent voir pour dire, ben, j'ai un effet secondaire de tel médicament. OK, es-tu allé voir ton pharmacien? Non. Mais je pense que la première chose à faire, c'est de voir ton pharmacien. Un patient qui vient nous voir pour une demande de consultation très fréquente, mais très banale, mais qui peut être irritante, qui sont les hémorroïdes. Ah, j'ai des hémorroïdes, docteur. OK, tu l'examines? Oui. OK, tu es allé à la pharmacie, demander au pharmacien? Non. Il y a plein de préparations qui sont disponibles avant de mettre les pieds chez le médecin. Je viens parce que j'ai un bouchon de cire, j'ai besoin de faire un lavage d'oreille. Je m'excuse, je n'ai pas fait toutes ces études-là pour faire un lavage d'oreille. Ça peut être fait par un autre professionnel. Il y a plein de choses comme ça. On a des IPS qui peuvent prendre aussi les patients, genre quelqu'un en santé qui vient parce qu'il a besoin d'un check-up, mais il n'y a aucun symptôme, aucun antécédent personnel ou familial. Il n'appartient pas à mon bureau. Puis on le sait tous que ce genre de check-up en bas de 50 ans, quand il n'y a pas de facteur de risque, tout ça, là, c'est inutile d'après l'Association mondiale, l'Organisation mondiale de la santé. Ils viennent nous voir quand même. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est des rendez-vous qui sont donnés, qui sont complètement inutiles. Le patient à qui j'ai demandé la résonance magnétique depuis 9 mois, il a mal au dos, il n'est pas capable de marcher, puis qui attend, il n'y a pas le moyen de se la payer en privé. Il revient voir 6 fois dans cette période parce qu'il est en arrêt de travail en attendant sa résonance. C'est-tu de ma faute s'il y a une surconsommation? C'est pas moi qui lui donne le rendez-vous, c'est le patient lui-même qui reprend le rendez-vous. Il y a énormément de choses qui ont besoin d'être revues avant de jeter cette responsabilité sur le dos du médecin. C'est pas moi qui contrôle l'influx de ces patients. Il est où ce contrôle-là? Moi, là, j'ai pas le droit de refuser aucun patient. Une fois il est dans mon bureau, je le vois. Il faut que tu le vois, oui. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Mais je me demandais s'il y avait un des problèmes en médecine. On peut se questionner sur l'avenir de la médecine familiale avec ce qu'on voit aujourd'hui, là. Mais le fait que ce soit une seule entité, là, donc avec le temps, moi je me suis toujours dit, en médecine spécialisée, il y a les chirurgiens généraux. Là. Nous, en chirurgie générale, écoute, on a un enjeu, un seul, puis c'est dur à régler, c'est la couverture des césariennes en région éloignée. Tu as connu ça? Tu as travaillé Absolument. À Chandler, tu as été DSP. Donc, à savoir, est-ce que c'est l'obstétrique gynéco, les chirurgiens qui doivent couvrir les césariennes dans les milieux éloignés. Puis ça, c'est un petit problème. Mais en médecine familiale, mettons, le médecin qui fait 40 ou 50 heures en CHSLD par semaine, puis qui rend des services, puis qui a une pratique qui rend service, il aide la population, lui, se retrouve quand même indirectement avec le fardeau de la prise en charge de la première ligne. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Comme médecin de famille, ça retombe un peu sur ses épaules parce que c'est une responsabilité collective.
Parfois, je me dis, ce serait pas mieux qu'il y ait des silos, puis de dire, on a des hospitalistes, puis on a des médecins qui sont en médecine de bureau, puis là, on dirait, voici en médecine de bureau, mais vous faites du bureau, mais on ne viendra pas vous imposer des AMP, par contre. Là. Vous faites du bureau, je sais pas. C'est que on a toutes ces données-là. Ces données-là appartiennent au ministère qui nous les envoie. Puis on leur dit, comment est-ce que vous prévoyez un médecin, exemple, qui travaille à l'urgence à plein temps? Mm-hmm. Comment vous prévoyez que lui, il serait responsable de la prise en charge en première ligne? Exactement. Un hospitaliste qui fait 1 semaine sur 2 à l'hospitalisation, puis on sait que c'est énorme, faire 26 semaines à l'hôpital dans l'année, c'est énorme. Pour le médecin d'urgence, si tu fais les fins de semaine, c'est énorme. C'est ça. Puis le médecin de famille qui est à l'urgence, qui est à l'urgence à temps plein, c'est 3 quarts par semaine. On sait qu'il ne pourra pas faire plus que ça parce que, tu sais, c'est une rotation de jour, de soir, de nuit. Il y a besoin d'avoir les idées claires. On sait que le pilote, quand il a piloté un avion plus que tant de nombre d'heures, il faut qu'il se retire pour une période de repos obligatoire. Toi, Jean-Pierre, tu m'as dit que tu étais à l'hôpital ces 3 jours, là, samedi, dimanche, lundi. As-tu eu ta période de repos? Non. Mais c'est ça. Tu vois, j'ai terminé à minuit et demi hier, puis je recommençais à 7h30 ce matin. Là. Voilà. Les chauffeurs d'autobus, là, tu sais, je ne vais pas diminuer aucune profession. Les chauffeurs d'autobus scolaires ou chauffeurs d'autobus qui font les longs trajets, les camionneurs, ils ont des périodes de repos obligatoires. Mais ça, on oublie que les médecins, non, ils n'ont pas le droit. Il faut qu'ils continuent à travailler tout le temps sans arrêt. À un moment donné, elle est où la logique là-dedans? Est-ce que on n'est pas humain? Mais toutes ces données-là, par secteur d'activité, on les a, puis on les présente au ministre en disant, regardez, celui qui vient de faire un soir-nuit combiné à l'urgence, qui a commencé à 16h, qui a fini le lendemain matin à 8h, c'est-tu normal que le lendemain, il soit en congé? Moi, la fin de semaine passée, quand j'ai travaillé samedi et dimanche, j'ai pris ma journée de lundi en congé. J'ai pas le choix, j'ai besoin de me reposer. Là, il va te sortir les statistiques en disant qu'il y a des médecins qui ne travaillent pas les lundis et les vendredis. Oui, mais quand tu sais que tu travailles la fin de semaine, c'est sûr que tu ne travailleras pas soit vendredi ou lundi ou les deux. Mm-hmm. Fait qu'ils te sortent toutes sortes de choses hors contexte juste pour craquer, excusez l'expression, craquer la population en disant les médecins ne donnent pas le service. Quand je rentre à la clinique, mon premier patient est à 8h, je suis à la clinique à 7h10. Ça me prend 50 minutes de voir tous les dossiers des patients que je vais voir. Oui, j'ai déjà vu leur labo, mais je veux revoir aujourd'hui c'était quoi le plan avec lui, avec elle, qu'est-ce qu'on fait, si, ça. Ces 50 minutes-là, est-ce qu'ils sont calculés? Non. En finissant ma journée de bureau, je reste parce que j'ai toujours des formulaires à remplir, j'ai toujours un appel à faire à un spécialiste ou un appel à faire en radiologie pour accélérer un examen. Toutes ces heures ne sont pas comptées. Mes résultats de laboratoire que j'amène mon ordinateur le soir chez nous, puis je fais 2-3 heures, ce n'est pas calculé. Donc, dans les yeux du ministère, on est des paresseux qui ne travaillent pas. Et ça, là, il va falloir que ce discours-là change parce que c'est extrêmement frustrant et démotivant. Il y a beaucoup de médecins qui disent, quand tu dis la guerre, c'est ça, on subit comme guerre, pour justifier qu'on tape sur la tête des médecins puis réduire leur enveloppe budgétaire. Ben, on leur tape sur la tête, on démontre comme quoi ils sont des gens paresseux. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. M'excuse, mais non. Il y a tellement de choses, tellement de patients qui viennent avec une carte expirée, carte d'assurance maladie, tu dis non, je paye. Écoute, normalement, ils sont supposés payer puis se faire rembourser. Non, tu ne paieras pas, je vais m'organiser. Mais ça, je vais m'organiser, là, c'est du temps que moi, je vais mettre pour faire le formulaire, l'envoyer à la régie d'assurance maladie puis attendre 6 à 8 semaines avant d'être payé. C'est correct, on le fait, mais à un moment donné, comment jumeler tout ça pour dire... Mais encore là, c'est tannant de toujours justifier. Toujours être en justification. Pour chaque journée de travail, j'ai 2-3 heures de travail indirect à faire. De travail administratif, du travail des laboratoires, des formulaires, tout ça, là. Fait que celui qui travaille 4 jours semaine avec les patients, en réalité, c'est 5 jours. Celui qui travaille 5 jours, en réalité, c'est 6 jours. Tout à fait.
Ouais. Tout à fait, c'est à peu près ça. Serais-tu d'accord que le projet de loi 106, moi j'avais l'impression que c'était peut-être discriminatoire à l'endroit des femmes médecins, là, compte tenu de la conciliation travail-famille, on dirait qu'on vendait un modèle de féminisation de la profession. Là, des femmes médecins qui décident, ben moi, je parle pour ma condition aussi, ma situation familiale, là, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, je vais travailler à temps partiel. Puis là, le ministre viendrait dire non, si vous ne travaillez pas à temps plein, là, vous êtes sous-performant. C'est comme si la médecine s'était féminisée, mais que, je disais, notre vision de la médecine, elle, ne s'est pas féminisée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Écoute, on discute de ça tout le temps, Jean-Pierre. 70% des admis en médecine familiale pour la résidence, c'est des jeunes femmes. Mm-hmm. Présentement, la médecine familiale est considérée, le global de la médecine familiale, c'est une profession féminine. Quand tu dépasses le total de ta main-d'œuvre médicale en médecine familiale qui est du sexe féminin, c'est une profession féminine. Est-ce que c'est pour ça qu'ils tapent encore plus fort sur cette profession? Je ne le sais pas. Mais on est géré par, je ne vais pas faire d'agisme, mais 2 comptables qui ne regardent que des chiffres, qui sont d'une ère différente, qui ne voient pas la réalité de nos jours, qu'est-ce qui se passe, et qui ignorent tout ce qui vient avec, tout ce que ça implique avoir 63% des médecins de famille qui sont du sexe féminin. 63% aujourd'hui, le total. Tu dis, oui, les femmes, le Québec a décidé que le congé de maternité, le congé parental, c'est 1 an. Quand une de nos médecins de famille s'absente pour son congé de maternité, tu devrais entendre les commentaires que j'entends de la part de certains patients. Pourquoi? Parce qu'ils l'entendent de la bouche du gouvernement. Encore? Oui, mais c'est son 2e bébé. Ça veut dire quoi encore? Oui, elle est enceinte. Elle a le droit, comme toutes les Québécoises au Québec qui sont là, d'avoir 1 année de maternité tranquille. On se couvre entre nous. Présentement, j'ai 2 médecins en congé de maternité à la clinique. À tour de rôle, on couvre leurs patients et leurs résultats de laboratoire. Ça, là, ce n'est vu nulle part. Mm-hmm. Ce n'est dit nulle part. Puis nous, on ne veut pas le soulever comme un enjeu pour ne pas créer une guerre de sexe. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de dire qu'il y a des conditions que vous ne regardez absolument pas. Mm. Tout à fait. Dis-moi, Sam, tu parlais contre les AMP, les PREM, tu verrais ça comment, disons, abolition complète ou refonte ou... okay. Abolition graduelle. Il n'y a rien qui fonctionne avec des pénalités. Partout ailleurs au Canada, tu te rappelles, il y a plusieurs années, en Ontario, en Colombie-Britannique, il y avait les fameux billing numbers qui étaient les PREM. Ils les ont abolis. Ils sont sortis de là parce qu'ils ont constaté que ça causait plus de tort que de bien. Le médecin qui est installé, sa conjointe, l'exemple présentement dans ma clinique, j'ai un de mes médecins qui est installé depuis 2 ans et demi à la clinique. Sa conjointe va finir l'été prochain. Elle essaie d'avoir un prêt à Montréal. Non, il faut que tu ailles en région éloignée. Oui, mais un instant, si elle quitte en région éloignée, son conjoint est là, puis il est installé. C'est lui qui va s'en aller. Il va quitter, il y a une grosse clientèle, il travaille 6 jours semaine. La clinique va perdre un autre médecin. C'est ça. Donc, je ne sais pas si tu lis comment ça se passe en Ontario présentement. Tu t'en vas, tu restes en région urbaine universitaire, tu as le salaire de base. Tu t'en vas dans une région périphérique autour de Montréal, disons Montérégie-Ouest, un peu plus loin, Vaudreuil, etc., tu as un petit surplus. Tu t'en vas en région intermédiaire, un autre surplus. Tu t'en vas en région éloignée, un autre surplus. En région isolée, c'est un autre surplus. Mm-hmm. Allez-y avec ça, là. En faisant ça, là, le marché va se régler. Deuxièmement, pourquoi ailleurs, ils n'ont pas besoin de mettre les AMP? Ça, c'était pour les PREM. Pour les activités médicales particulières, ailleurs, ils ne le mettent pas. Naturellement, les gens vont aller selon leurs préférences.
moi, je préfère faire de l'hôpital et du CHSLD, donc ça va être ça ma pratique médicale. Pourquoi obliger quand tu as un médecin qui dit, moi, je veux faire du bureau, je ne veux pas faire d'hôpital? Mais de l'autre côté, tu as un médecin qui veut faire de l'hôpital, mais il ne veut pas faire de bureau. Non, les deux sont obligés de faire les deux. Pourquoi? Et éventuellement, tout va se corriger, tout va s'équilibrer. Donc, sortons-nous un peu graduellement sur une période de 3 à 5 ans. Puis ça, on l'a présenté, ce projet-là, au ministre Dubé il y a 2 ans. La FMOQ a présenté vraiment 18 points. Comment faire pour se débarrasser de ça graduellement. Puis on attend un retour. On n'a toujours pas de retour là-dessus. Puis ils disent qu'on n'arrive pas avec des solutions. Oui, on arrive avec des solutions. Honnêtement, je pense que n'importe quelle entité peut gérer une quantité finie de dossiers en même temps. Là. Donc, puis là, quand on a un ministre qui se concentre à pondre des projets de loi agressifs comme ça ne permet pas vraiment de faire autre chose. Là, tu sais. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une 2e année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Et dis-moi, Sam, disons, en guise un peu de baguette magique, là, toi, si tu pouvais réorganiser la pratique à Montréal, là, tu disais qu'il manquait à peu près 500 médecins. Oui. Tu ferais quoi, disons? Là, avec 500 ministre. Premièrement, j'arrêterai tout de suite le discours du doctor bashing. Ça, il faut l'arrêter. Il faut encourager, il faut dire on travaille ensemble pour trouver des solutions. Il y a des solutions temporaires en attendant qu'on arrive au nombre de médecins souhaités. Les solutions temporaires, c'est augmenter les équipes de base avec les médecins. Moi, je ne veux pas que quelqu'un travaille pour moi, mais je veux que quelqu'un travaille avec moi. Dans ma clinique, j'ai 4 infirmières cliniciennes qui, du moment où je vois un patient diabétique, je le transfère. L'infirmière, comme dans les hôpitaux, l'infirmière, c'est elle qui est la chef d'équipe. Donc, c'est elle qui implique la nutritionniste et le pharmacien. Et moi, elle a des protocoles, des ordonnances collectives qu'elle suit. Et elle m'implique dans le dossier du moment où il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sinon, ils sont suivis par ces professionnels. Mais une infirmière clinicienne par 3-4 médecins, ça ne fonctionne pas. Pour que ça soit fonctionnel, c'est un médecin, une infirmière clinicienne, et tu rajoutes une infirmière auxiliaire pour chaque groupe de 3 médecins et infirmières. Je t'ai entendu, j'ai lu sur toi, tu disais si on te donne 2 infirmières, toi tu dis tu pourrais prendre 4000 ou 5000 patients. Est-ce que c'est vrai? Ou... Dans le temps, pas là. OK. Non. Non, parce que n'oublie pas que la clientèle s'alourdit aussi. D'accord. Les patients sont vieillissants et les gens vivent plus longtemps au Québec. Mais ils ne vivent pas tous en bonne santé au Québec. Ils vivent avec les problèmes qui viennent avec l'âge. Donc, quand le monsieur m'amène sa mère de 88 ans, puis il me dit elle a des problèmes de mémoire, puis tu dis pauvre madame, elle n'a aucune idée où est-ce qu'elle est, là. C'est pas un rendez-vous de 10 minutes qui va régler ça. Je fais ma part, puis je la transfère à l'infirmière qui continue à faire sa part. Donc, un médecin, une infirmière clinicienne, bachelière, pour s'occuper d'un groupe de patients. Ce groupe de patients, on a des ordonnances collectives sur plusieurs conditions cliniques. Elle les suit, elle est capable de les suivre. Mais
Quand elle travaille avec moi et 3 autres médecins, là, elle ne nous fournira pas. Donc, elle est capable de voir juste 3 ou 4 de mes patients versus si elle est avec moi, elle va voir 8 à 10 de mes patients. Donc, pendant qu'elle les voit, moi, je peux voir d'autres patients et je vais intervenir uniquement quand ça se corse un petit peu plus. Pour les cas, tu rajoutes des IPS pour les cas un peu plus légers, plus faciles, les otites, les affaires de même. Les IPS sont là, ils peuvent faire la job. Donc, qu'est-ce qui se passe? En faisant ça, là, je sais que je vais me ramasser avec une pratique beaucoup plus lourde. Mais ça serait une solution temporaire et tu rajoutes le gap pour donner accès à ceux qui ne sont pas inscrits encore avec un médecin de famille jusqu'à ce que les nouveaux médecins gradués arrivent puis ils rentrent là. L'autre chose, le financement des cliniques. Je ne sais pas à Québec comment c'est, mais à Montréal, c'est un problème parce que ça coûte cher opérer une clinique. Et les loyers, ça coûte cher. Donc, les médecins ils disent, à l'instant, là, ça commence à être pas mal dispendieux de travailler à la clinique. Je me tasse puis je vais travailler uniquement à l'hôpital. Tant et si longtemps que les cliniques sont insécures financièrement, ça va représenter un problème pour la prise en charge. On l'a vu dans la dernière année avec le groupe Les Cliniques Elna qui ont fermé, qui ont déclaré faillite, mais ils n'ont pas toutes fermé, ils ont déclaré faillite. Et ça a créé une insécurité énorme, et au niveau des médecins et au niveau des patients. Donc, on a besoin de cliniques solides. Moi, je me bats pour que les cliniques soient la propriété des médecins. Présentement, la loi dit non, n'importe qui peut avoir. Donc, n'importe quel administrateur qui a une clinique puis qui voit que ses finances sont un peu serrées, il peut couper un peu. Oh, on va slacker une secrétaire ou deux, donc l'accès téléphonique à la clinique est moindre. On va couper dans les achats, on va faire ça. Nous, comme médecins, là, dans notre code de déontologie, c'est écrit on ne peut pas faire ça. Mais eux, le Collège des médecins n'a aucune pogne contre les administrateurs. Donc, il y a vraiment une amalgame de choses. Si j'avais la baguette magique, je mettrais justement ces médecins, on les distribuera de façon équitable sur le territoire. Donc, celui ou celle qui va ouvrir une clinique devrait demander un permis parce que présentement, n'importe qui peut ouvrir une clinique. Je veux dire, si tu vois qu'il y a un secteur, il y a 10 cliniques là, puis le secteur à côté, il y en a 0, là, celui ou celle qui accorde le permis, que ce soit entre la FMOQ, le Collège des médecins et le ministère, un comité tripartite qui dit « Mais regarde, là, il y a assez de couverture, tasse-toi un peu à 4 km plus loin, là, on a besoin de cliniques là. » Fait que avoir un permis pour ouvrir des cliniques, ça serait important. Puis ce permis, il devrait dire c'est quoi les critères qu'il doit respecter, c'est quoi les critères de qualité qu'ils peuvent donner. Parce qu'on a des médecins qui se plaignent et disent « Écoute, notre salle de bain, il n'y a même pas de papier de toilette là-dedans. » Mais oui, mais je ne peux rien faire. Le ménage est fait une fois par semaine seulement. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Okay. C'est pour ça qu'on dit, mettez donc aussi des permis pour l'ouverture des cliniques. Penses-tu que la pénurie de médecins de famille, ça va se régler? Moi, je ne vois pas, là, ça prend pas 3 mois pour former un médecin de famille, là. Ça prend 6 à 7 ans. Et la manière dont les choses avancent, loi par-dessus loi, ça pourrait empirer. Ça va empirer. Ça va empirer à moins que le gouvernement vraiment allume à un moment donné puis dise c'est trop on a trop légiféré dans la médecine. Il faut reculer un petit peu puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Sinon, ça va prendre tout un changement oui. d'horizon, je te dirais, là, parce que c'est un réflexe qui est dur à combattre, là, de légiférer. Là, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs décennies. Là. Malheureusement, oui. Écoute, Sam, on approche la fin. Là. J'aime toujours compléter aussi par une petite rencontre de rêve. Des fois, c'est un peu plus ludique. Donc... C'est bon. Ce serait quoi ta rencontre de rêve, disons, dans le tumulte actuel? Mahatma Gandhi. OK. C'est un homme qui a résisté à toute l'intimidation par le calme. J'aimerais ça avoir sa patience. J'aimerais ça le rencontrer, savoir comment il a fait. Quand il se fait provoquer sans cesse pendant des années, comment il a pu continuer en gardant son zen.
Peut-être qu'il Parce que des fois, je te un jure. peu, ouais. Des fois, je te jure que j'ai juste envie de dire je lâche tout, puis that's it. Je prends ma retraite, puis je fais d'autres choses. Ben, en fait, ça m'amène en conclusion à te demander si le projet de loi 106 passe comme il est présenté actuellement. Là, qu'est-ce qui se passe avec Dr. Daher? Premièrement, j'ai une position de leadership. Je ne peux pas lâcher 2400 médecins de famille à Montréal et dire moi, je sauve ma peau puis je m'en vais. Je continue à me battre. Pourquoi? Parce que si le projet de loi passe, on va encore le contester parce qu'il est non constitutionnel. Il va contre la charte. Puis je vais rester là tant et si longtemps que j'ai de l'énergie pour me battre contre ce projet de loi et contre autres projets de loi, entre autres 83 qui empêchent les médecins de quitter ou de faire du privé ou whatever. Si vous voulez le régler autrement, rendez la médecine familiale plus attrayante, vous n'aurez pas besoin de toutes ces lois-là. Excellent, Sam. Donc, je reste. C'est tout à ton honneur, Sam. Écoute, merci, c'est une belle façon de conclure. Merci, Jean-Pierre. Au plaisir. Toujours un plaisir. Salut. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.